Isabelle Desesquelles est française et romancière. Elle a vécu longtemps à Paris, où elle a commencé sa carrière dans le cinéma, à la télévision, en faisant de la production. Puis elle a ouvert une librairie dans le 6e arrondissement. C'est le meilleur endroit pour avoir une librairie, évidemment, à Paris. Et puis tu es partie à Toulouse, où tu as été directrice d'une grande enseigne de la librairie en France. Et puis tu t'es mise à écrire en 2004. Et depuis la publication de ton premier roman, tu n'as plus arrêté finalement. De manière très régulière, tu as publié. Je citerai entre autres Je me souviens de tout chez Julliard en 2004. Ça, c'est le premier. Et puis ensuite, tu as publié La mer l'emportera chez Flammarion, Un homme perdu chez Naïve, qui tous deux creusent, comme la plupart de tes romans, l'univers des relations familiales complexes, la place des disparus, la question des origines. Et dans ton tout dernier roman, il y a encore ces questions d'ailleurs. Ton roman Je voudrais que la nuit me prenne est sélectionné pour le prix Femina et remporte le prix Femina des lycéens. Tu as publié également un récit autobiographique intitulé Fahrenheit 2010 qui raconte ton expérience en tant que libraire. Son nouveau roman, qu'elle vient tout juste de publier en début d'année, s'intitule Histoire de la femme sauvage. Il est publié chez Lattès. Je rajouterai que Isabelle vit aujourd'hui dans le Lot, où elle a également fondé une résidence pour écrivains. Tu accueilles chaque année, toute l'année, de quelle période? Toute l'année? Un écrivain? Toute l'année. Un écrivain. Ils ne sont pas 5 comme ici, il est seul. Chaque mois. Un écrivain chaque mois. Voilà. Alors, donc comme Sophie vient de le dire, ce soir, j'ai choisi, voilà, au milieu des livres que j'ai pu publier, il s'est imposé que j'allais peut-être vous parler en quelques mots et vous lire un extrait du livre qui vient de paraître, auquel donc le tout nouveau, on y est très attaché, c'est toujours une nouvelle aventure. Et j'ai choisi de composer l'extrait que je vais vous lire à partir de 3 brefs extraits qui viennent au fil du livre. Je vous propose de vous voilà, contextualiser un petit peu ces extraits, que vous compreniez un peu cette histoire que raconte ce livre. On est en 1954. Le roman commence en 1954 en Kabylie. Donc au pied des montagnes du Djurdjura, de l'autre côté de la Méditerranée. 54 en Algérie, ça n'est évidemment pas une date neutre. C'est l'année où commence la guerre d'Algérie. Mais été 54, qui est l'été où se situe une grande partie de l'action du livre, c'est juste avant la guerre d'Algérie. C'était très volontaire de ma part, très choisi, de ne pas écrire sur la guerre, de ne pas écrire cette histoire pendant la guerre, mais juste avant, sur le seuil. Et je dirais pour encore plus m'extraire, non pas du contexte, mais de tout ce qui va arriver, je choisis de raconter cette histoire de l'intérieur d'un microcosme qu'est une oliveraie. On est dans une oliveraie avec une famille depuis plusieurs générations qui fait pousser les oliviers, récolte l'huile d'olive. Et cette famille, mon désir, c'était de raconter à travers le regard de 2 fillettes, 2 petites filles, Mad et Nour. Mad comme Madeleine et Nour qui veut dire lumière. Elles sont jumelles de lait. Elles ont été nourries au sein par la mère de Nour, par Dia. Elles sont, comme on pourrait dire, les meilleures amies du monde. Elles n'imaginent pas la vie l'une sans l'autre. Et vous l'aurez compris, ce qui arrive, ce qui va bouger de leur monde, va évidemment s'immiscer dans leur relation. J'avais envie d'écrire leur innocence qui s'impose autant qu'elle explose face à un événement. Un événement qui va donc arriver en août 54 dans cette oliveraie et qui va rebattre les cartes. Tous ceux qui étaient dans cette oliveraie vont voir leur vie bouger, changer, arracher. Et souvent, bien souvent, comme l'on fait dans ce cas-là, dans les familles, cela provoque un silence, cela provoque l'indicible, cela provoque
un tabou sur un événement que l'on veut oublier, que l'on préfère oublier, que l'on ne veut pas transmettre. 50 années s'écoulent. 50 années après, quelqu'un qui est lié à cet olivret, à qui l'on n'a rien dit, à qui l'on a tout caché, a un fourmillement intérieur. Elle arrive, si ce n'est à la moitié de sa vie, elle a une quarantaine d'années, on est au début des années 2000, et elle sait qu'il lui manque ce qu'on appelle une part manquante. Elle a besoin de la trouver, ça devient une quête, ça va devenir une enquête. Elle va décider d'essayer de retrouver le livret pour savoir ce qui est arrivé ce jour-là, absolument connaître l'histoire de son histoire. Elle s'appelle Laure, je vous propose de la suivre, de monter avec elle sur le bateau, de traverser la Méditerranée. Pour tout vous dire, Laure, c'est moi. Est-ce qu'ils seront l'exil? Ils la constituent. C'est déposé en Laure et remonte tel un limon. Exil intérieur. Sur El Jazir, elle fait le trajet dans le sens inverse des siens en 61. Que s'est-il passé en Kabylie pour qu'ils en partent tous, que pas un n'en parle de ce qui est arrivé? Et un horizon bouge. Il l'entraîne à faire le voyage, rompre l'opacité, ne pas en être exclu de leur passé. Elle ne fera pas demi-tour, ne bougera pas du pont du ferry avant d'apercevoir un contour, un rivage. Est-ce qu'il lui ressemblera? Qu'a-t-elle de ferme la terre de l'autre côté? Laure part chercher une mémoire confisquée, elle s'est construite dessus. Ce qui lui manque, c'est un début, en Kabylie, ces oliviers. Sans arbres, pas de clairière, et de lumière qui tombe à vos pieds. Ce qu'elle veut, c'est sentir, ressentir, ce qu'a senti, ressenti une petite fille. Et elle prend toute la place. On avance un peu dans le roman. Garder ce qui disparaît, c'est l'œuvre d'une vie. C'est notre enfance. Celle du fils de Laure sera pleine de nuages qui rendent heureux et font des histoires. À son petit, elle raconte que les nuages sont les rêves des gens. Des rêves qui se sont échappés? Échappés d'où, maman? De leur tête, de leur nuit. Regarde, celui-là est un rêve colère. Parce que le nuage est tout rouge? Oui. Ou alors il pourrait être amoureux. Amoureux comme toi et papa? Pas autant. Pourtant, vous n'êtes pas aussi rouge. À force de les regarder, de prêter aux nuages notre imagination, on ne les craint plus. Ce qu'elle aimerait apprendre à son fils. Ils sont dans un hamac, l'enfant contre son ventre, les nuits d'été. Ils s'y endorment à regarder tant et tant les étoiles filer dans le noir. Maman, j'entends ton cœur. J'entendais le tien et tu étais grand comme ma main. C'est possible, ça? Oui. Moi aussi, je rêverai un jour, et les nuages sortiront de ma tête? Tu rêves déjà, mais ils ont besoin de muscles pour s'envoler. Ah? Le hamac finira par céder sous leur poids. Le coton moucheté de moisis usé par des années de pluie et de soleil craque sous le corps de son grand-fils. Il a déjà 9 ans. Laure l'aurait volontiers retenu un peu plus contre son ventre. Elle continuera de lui raconter le ciel. Ils s'allongeront dans l'herbe, et quand elle tournera la tête, elle verra d'un côté son garçon et de l'autre un emplacement toujours vide, dans l'alignement de 6 oliviers. Elle ne lui a pas parlé de l'arbre Mad, son obsession magnifique. Laure la garde pour elle. On plante un arbre pour une naissance et on le regarde grandir. On veille sur lui. On attend de ses racines qu'elles le protègent de toutes les tempêtes, de la soif, année après année. L'origine d'un arbre, quand on le voit pousser, en même temps que son enfant, devient histoire.
L'arbre incarne ce que l'on a voulu de plus beau, de plus résistant, de plus vivant. Aucun ciel ne l'aura foudroyé. Alors, sans vous révéler trop de l'histoire, je vous propose de terminer sur le seuil de l'Olivret, au pied des montagnes du Djodjra. L'or est devant une femme. Cette femme se tient debout. Ils n'entreront pas chez elle, mais elle a posé des chaises devant sa porte, propose un thé. L'eau frémit sur le canoun, des braises en train de s'éteindre, avec à côté des petites timbales en étain, prêtes à être remplies. Laure reconnaît celle dans le vaisselier de ses grands-parents, les mêmes timbales d'un même service. Qui les lui a données? Que font-elles là? Et la menthe qu'elles vont boire, ses racines, elle le devine, sont les mêmes que celles poussant aujourd'hui devant sa maison. La femme la salue d'un hochement de tête. Laure pose à plat sa main sur son cœur, comme elle a vu le faire ici. Celle qui les attendait, non. Ses bras, ce que l'on en devine, sont restés dans les plis d'une djellaba qui a vécu. De la broderie ne reste qu'un fil d'argent comme une cicatrice sur le vêtement. Sur une des chaises, Laure repère un cadre avec une photo. 2 petites filles. L'une a un ruban blanc dans les cheveux, l'autre, le crâne à demi tondu. Dans cet instant qui dure, où la menthe infuse et les feuilles se délient, répandent leur arôme millénaire, Laure comprend que cette photographie est la dernière qui ait été faite de Mad et Nour. Avant de s'asseoir, la femme prend le cadre. Elle le tient contre son ventre, le tient d'une main. Ce que Laure ne peut quitter des yeux, c'est le double regard de cette femme. En noir et blanc sur la photo, et sur elle, il a une couleur d'ambre. Il va tout lui dire. Merci.